Alors on est à Lausanne, la ville olympique, Lausanne. Bon, alors, je suis allé chez mon physio. Et mon physio il m'a dit un truc assez pertinent. On était en train de parler de ces JO parce que mon père, Rital, tout content de voir tous ses compatriotes ramener des médailles d'or. Bon bref, il y a la romance, et après il y a la réalité. Quel est le lien entre le Covid et le nombre de records pétés dans les JO? Ben en fait, pendant le Covid, pendant ces 2 dernières années, les contrôles niettent. Il n'y a pas eu de contrôle antidopage. Donc les athlètes malins, ils ont un peu misé comme du shitcoin, ils ont fait un peu de la crypto, mais sur leur corps. C'est-à-dire qu'ils ont fait des microcycles, un peu comme les baleines en crypto qui viennent juste pendant un moment balancer de la thune, choper le levier puis se barrer. Ben, ils ont fait ça avec leur corps. Normalement, c'est sur des laps beaucoup plus grands. Et là, pendant ces 2 ans, en sachant que ça allait être la merde, mais qu'ils n'allaient jamais annuler les JO, beaucoup d'athlètes ont profité de faire des micro-cures dérivés de PO, anabolisants et tout. Ce qui fait qu'ils ont été super boostés sans être emmerdés, ce qui explique cette fulgurance incroyable de records du monde battus. Donc, une fois de plus, le monde du spectacle et Big Pharma, c'est-à-dire que c'est tout ce qui corrompt, tout ce qui nuit, comme par hasard, à pas cette période de kairos civilisationnel. Le Caligula, c'est ça, c'est en fait que le pire brille. Et vu qu'on est à Lausanne, on va faire un peu de contrebalancement, parce que cette chaîne, c'est ça. On va aller voir la dernière exposition d'art anonyme, d'art brut, fantastique, histoire de voir un petit peu des choses belles, vraies, tripales, comme dirait Francis Cousin. Vous voulez, là, il y a tout un travail à faire sur le fétichisme de la marchandise. À l'inverse de tout ce superfétatoire ignoble et ridicule, ces espèces de sport business, et puis de la triche. Après, esthétique, j'enlève en rien la qualité et le travail de ces athlètes, surtout si c'est des Rital qui ont ramené des médailles d'or, tant mieux, mon père. Mais voilà, mon physio m'a expliqué, m'a fait voir, JO, Covid, triche, non-contrôle, parfait. Alors souvenez-vous les amis, l'Apocalypse 6 avait été consacré sur l'art brut. Il se nommait d'ailleurs Art dégénéré ou véritable création. 5h30 de live avec des extraits de films et un super échange avec plein de créatifs sur qu'est-ce que la création, qu'est-ce que l'art médiumnique et bien sûr un petit passage sur l'art des fous comme on le dit, l'art brut d'un point de vue médical, en tout cas psychopathologique. Et aux lueurs de certains commentaires, j'ai l'impression qu'il me faut un peu rectifier le tir. Alors, qu'est-ce que l'art brut ? Les œuvres d'art brut sont réalisées par des créateurs autodidactes, marginaux, retranchés dans une position d'esprit rebelle ou imperméable aux normes et aux valeurs collectives. Donc on est loin du putain de commerce de l'art et de toute cette forfanterie ignoble qu'est le hipster dégénéré vendant ses croûtes Instagrammo-compatibles. Parmi ces auteurs, on compte des détenus, des pensionnaires d'hôpitaux psychiatriques, des originaux, des solitaires ou des réprouvés qui créent sans se préoccuper de la critique du public et du regard d'autrui. Ne recherchant ni reconnaissance, ni approbation, ils conçoivent un univers à leur propre usage. Et notez bien ce concept. Ils conçoivent un univers à leur propre usage. Et là, ça change toute la donne par rapport à l'art commercial, mais même l'art que tu produis quand tu as envie que tes potes le regardent et puis trouvent ça cool. On est dans une dimension solitaire, quasi méditative du rapport à la création. Leurs travaux réalisés à l'aide de moyens et de matériaux souvent inédits sont indemnes des influences exercées par la tradition artistique et mettent en application des modes de figuration singuliers. La notion d'art brut repose à la fois sur des caractéristiques sociales et des particularités esthétiques. C'est au peintre français Jean Dubuffet que l'on doit l'invention du terme art brut, ainsi que l'existence du musée Les collections d'art brut de Lausanne, qui a été inauguré en 1976 suite à la donation de sa collection à la ville de Lausanne.
toutes les œuvres exposées dans la collection permanente proviennent de la donation de ce fameux Dubuffet. Et c'est vraiment quelque chose à voir dans sa vie. Alors, par exemple, dans les collections permanentes, il y a Clément Fraisse. Alors, Clément Fraisse, c'est vraiment du lourd. Il est né dans un village de la Lorraise, en France. Et Clément Fraisse, donc 1901-1980, est l'un des 14 enfants d'une famille de cultivateurs. Il reçoit une instruction rudimentaire, puis travaille durant sa jeunesse sur l'exploitation familiale, avant de devenir berger. À l'âge de 24 ans, il tente d'incendier la ferme de ses parents et il est interné dans un hôpital psychiatrique. Ne nous mangez pas, ne nous mangez pas, ne nous mangez pas. Non! Il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Ben non, je suis à moitié libanais. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce Clément Fraisse? Il va créer absolument, par tous les moyens. Dans une étroite cellule dont les murs sont lambrisés de bois brut, il va défoncer avec une cuillère ce fameux bois. D'ailleurs, son art, c'est connu, c'est les panneaux de Clément Fraisse. Avec une attitude protestataire et très violente, il va donc graver avec cette cuillère. Et forcément, quand le personnel soignant enlève la cuillère, parce qu'on arrête de défoncer les murs, le mec il va continuer, il va briser la hanse de son pot de chambre et il va continuer à gratter. Et il va ainsi disposer dans toute sa cellule un travail de gravure, un travail de ronde-bosse, un travail de... Voilà. Chacun de ces panneaux représente un personnage dont les dents, les doigts et les orteils sont tracés de manière schématique. Après cette période de claustration, Clément Fraisse est employé à divers travaux au sein de l'institution. Et ils vont essayer, ces salauds, justement, de lui faire arrêter absolument de créer. Alors là, Clément Fraisse, on sait qui c'est. Mais la plupart des artistes d'art brut, surtout ceux donc dans les hôpitaux psychiatriques, sont anonymes. Et on va voir pourquoi. Forcément, secret médical. Je vais ainsi développer ces points. C'est seulement depuis le XVIIe siècle, avec l'importance croissante du marché des antiquités et des objets de collection, qu'apparaît le besoin d'identifier l'auteur d'une œuvre d'art. L'attribution est alors pratiquée de manière intuitive par des amateurs qui s'appuient sur leur connaissance du domaine. Au début du XIXe siècle, le succès des musées publics encourage la préparation de catalogues précis et raisonnés autour des œuvres exposées. Durant cette période, l'attributionnisme devient une véritable discipline et les spécialistes visent des résultats rigoureux. Si l'œuvre anonyme est un sujet d'étude stimulant pour les historiens d'art, elle est une source d'inquiétude pour le collectionneur et son partenaire, le marchand. Oui, forcément, c'est déjà le principe vicié de l'art. Il suffit qu'une œuvre ne soit pas du maître, mais simplement de l'atelier, la valeur, elle diminue par 2, parce qu'on veut la main du maître. Donc, reprenons. Celles qui font l'objet d'un commerce actif sont rarement anonymes. L'attribution à un auteur devient un gage de qualité et la garantie d'un bon investissement financier. L'art brut n'échappe pas à cet effort de clarification. La plupart des œuvres anonymes d'art brut datent de la fin du XIXe à la première moitié du XXe siècle. Pour retrouver l'identité d'un auteur, les chercheurs ou les institutions muséales peuvent se mettre en quête d'un dossier administratif conservé par l'établissement dans lequel l'œuvre a été produite. Toutefois, ceux qui travaillent à établir la vérité se heurtent souvent à la législation des droits d'auteur et du secret médical. Alors, la notion de rétablir la vérité sur l'identité d'un auteur d'art brut reste un point qui peut susciter le débat. Maintenant, on va parler d'art des fous. Parce que c'est quand même comme ça que la plupart des historiens d'art le réduisent. L'art des fous. Je vais vous reprendre une phrase de Dubuffet.
Il est à observer que les œuvres de grande invention sont exceptionnelles. Et elles sont aussi rares dans les hôpitaux psychiatriques que hors de ceux-ci. La mode qui s'est instituée internationalement d'inciter les malades à faire des dessins n'aboutit nullement à la production d'œuvres intéressantes. Et la plupart des expositions qui sont faites de ces dessins sont d'une pauvreté affligeante. En effet, la plupart des patients des hôpitaux psychiatriques sont loin d'être des créateurs. Et même si l'on considère d'autres domaines que la création plastique, très peu d'entre eux éprouvent vraiment le besoin de s'exprimer. Quant à ceux qui peignent ou dessinent, très peu le font de façon vraiment inventive. L'art véritable à l'hôpital psychiatrique relève toujours de l'exception. Il est à l'œuvre à chaque fois surprenante de ce que, dans les institutions où Dubuffet était allé prospecter, on l'appelait à l'époque les beaux malades. Mettez ça entre guillemets, les beaux malades. Des individus hors du commun que, justement, pour ces raisons, certains psychiatres se jalousaient secrètement et sur lesquels ils rêvaient de faire écrire des thèses, ce qui fut réalisé dans bien des cas. Il faut préciser ici que l'on parle des hôpitaux psychiatriques du temps où on les appelait encore des asiles. Le terme fut administrativement remplacé par celui d'hôpital psychiatrique en France en 1937. C'est-à-dire bien avant l'apparition des premiers neuroleptiques. Lagartyle, chloropromazine, de Laborie, enfin bref, le cinéma nous a assez abreuvé de stéréotypes sur les asiles, les hôpitaux psychiatriques, on mélange les tout, l'important c'est qu'on voit des fous qui sont drogués par des petites pilules roses, hein, on les connaît. Ils m'ont drogué avec des boules roses qui m'ont forcé à dormir. Oh maître, cher maître, et pourquoi vous êtes attaché à des liettes? Y a-t-il demande de rançon? Silence, Marot, je parlemente. Ce qu'il appelle les boules roses, c'est du dragonal. J'en ai donné à haute dose, il a à peine somnolé 2 heures. C'est un costaud, hein? Vous, l'apothicaire, je vous ordonne de me laisser partir sur le champ. Un instant et on y réfléchit. Je ne suis point malade ni foldingo. La confiance qui s'est établie entre la malade et le psychiatre va nous permettre d'apprendre des choses très intéressantes. Dites-moi, mademoiselle, je vous arrête un petit instant. J'aimerais beaucoup savoir ce que ça représente, la peinture, pour vous, ici. Pour moi, ça représente une porte de sortie. Parce que nous sommes comme enfermés complètement. Et le dessin nous fait une échappée. Oui. Ainsi, votre vie a été brisée par ce qui vous est arrivé et vous avez retrouvé ainsi dans le dessin le moyen de vous exprimer. Oui. Oh, j'ai pris le dessin parce que j'aimais beaucoup les fleurs. Et puis j'ai fait les fleurs que je me rappelais, puis je ne me rappelais plus rien. C'est ça, oui. Et maintenant, alors, vous arrivez à recréer ce petit monde tout autour de vous grâce à votre pinceau. Et puis, j'aime pas faire les dessins comme tout le monde. Moi, j'aime faire les dessins à moi. À vous. Il faut que vous retrouviez quelque chose de vous dans les dessins que vous faites. Oui. Oui. Et vous êtes contente d'avoir ce moyen maintenant de vous exprimer? Je suis très reconnaissant. Oui. Très. Et vous avez le sentiment que ça vous a apporté beaucoup de bien dans votre vie, de pouvoir ainsi vous raccrocher au dessin? Ça m'a aidé, ça m'a enlevé ce qu'il y avait là-dessus. C'est ça, oui, tous ces soucis que vous aviez. Je crois qu'on a un bon témoignage, n'est-ce pas, docteur, des relations entre le psychiatre, la personne qui le soigne et le dessin qui lui aide à s'exprimer, n'est-ce pas? Elle était évidemment, elle est un peu intimidée. Oui, bien sûr. L'idée de montrer bien ce qu'elle pense, moi je trouve ça très très bien. Et je trouve, oui. Mais dites-le seulement. Non, dites ce que vous voulez dire. Non, je veux dire que quand on a été brisé complètement, c'est dur de ressortir de soi-même. Mais le dessin m'a beaucoup aidé. C'est ça. Oui. Au fond, c'est le dessin qui a déterminé ce... Oui, parce que le dessin m'a complètement enlevé tout le souci que j'avais en moi. C'est ça, qui vous rendait si malheureuse, n'est-ce pas? Eh bien, parce que la vie a été brisée pour moi. Dubuffet aimait dire qu'il n'y avait pas davantage de créateurs intéressants dans les hôpitaux psychiatriques que dans la vie courante. Les fous, comme on les appelle, les fous artistes, pouvant être aussi médiocres que n'importe qui. Tout juste en trouvait-on peut-être un peu plus qu'à l'extérieur, pour des raisons liées probablement à l'enfermement. Parce que lorsqu'on passe sa vie entre 4 murs, on n'a pas d'autre issue mentale que de faire travailler ce cerveau créatif. Mais cette rareté relative des créateurs à l'asile pose tout de même un grand problème théorique.
De la génération de Laurent Donchin, un auteur que j'adore parce que c'est le spécialiste d'art brut, on s'est souvent demandé si tout le monde au fond n'était pas créateur. Ça c'est typique la génération des boomers, surtout les boomers historiens d'art, qui sont open, parce qu'ils sont pas tous comme ça. Mais c'était souvent un peu les extrêmes. C'est soit des historiens d'art élitistes universitaires, ou des historiens d'art élitistes, mais qui restent quand même très friendly et trendy au niveau de l'art. Ce sont par exemple les premiers qui vont s'extasier devant le street art, ce genre de truc. Vous voyez ce genre de mec ? Bon, ça c'est le constat. Tout le monde au fond, n'est-il pas créateur ? Malheureusement, dans les faits, on est bien obligé de constater que, pour prendre une image végétale, si la plupart des gens font de la tige et des feuilles, très peu en arrivent à la fleur et aux fruits. Ça, c'est de la punchline de Laurent Donchin tout craché. Allez, pour finir, parce que je vais être sympa, je vais aussi mettre du féminisme dans mes vidéos. Non, je rigole, mais je vais parler d'une femme d'art brut, s'appelle Marguerite Sirvins. Elle est née en Lorraine, en France, et elle est glaçante. Elle a produit, enfermée dans son asile, une robe de mariée, destinée un jour à des noces imaginaires, un mariage et un mari qu'elle n'aura jamais. Et ça, c'est vraiment glaçant. Cette robe, ce vêtement qu'elle ne portera jamais, est créé sur la technique du point de crochet avec des aiguilles à coudre et du fil tiré des morceaux de drap usagés et de son lit. Cette chère Marguerite va donc détruire son lit, prendre les fils et faire patiemment sa robe de mariée. L'art brut, c'est ça. C'est glaçant. C'est majestueux. Et j'espère que tous les auditeurs de cette chaîne sont assez réceptifs à ce genre d'esthétique, de témoignage et d'appel à la création. Pour finir cet épisode, rien de mieux que le parc de Bruno Weber vers Zurich en Suisse et le recueil d'articles de Laurent Donchin où il y a un passage que je trouve très simple et qui résume un peu tout cet épisode. Dans l'art brut, l'homme joue sa peau, touche au mystère de son être au monde, affronte la dimension tragique de l'existence. Il ne cherche pas simplement à fabriquer un produit vendable, comme un brocanteur ou un petit commerçant. C'est vraiment autre chose qu'il s'agit, et ça devrait servir de leçon à tous les artistes. En fait, mais on hésite à le dire, l'art brut est comme une forme actuelle de l'art sacré. Et c'est pour cette raison que Dubuffet avait voulu le préserver de l'atteinte du marché. C'est 12 balles l'entrée du parc. Voilà les amis, cet épisode s'achève ici. Et que vous soyez dans un endroit extraordinaire, fabuleux, ou dans le pur ordinaire, dans les deux cas, n'oubliez pas une chose, c'est de prier, non pas pour demander, mais pour remercier.
vous dis à tout bientôt pour de prochains épisodes. Et oui, les lives, ça arrive, ça arrive. Le piano va s'amener. Peace. Alors on est au lac des Taillères, à Neuchâtel, hein, ça parle comme ça ici. Non, alors, juste un petit exemple, ça c'est une expo d'État, là il y a de la thune. Alors on met plaque alu, impression, laminé anti-UV, c'est sur tout le long du lac et tout. Ça vaut de la thune, c'est bien, c'est cool, ben forcément il y a de la thune, parce que ça vaut de la thune de faire un truc beau. Ben justement le lien, vous le voyez bien arriver quoi. C'est que si vous voulez que je continue à faire de ce genre de reportage, ça prend du temps. Et de la post-prod, il n'y a pas que moi, merci le prince. Ben Tipeee quoi, Tipeee, ces genres de plateformes de goy, ils pourraient y mettre de l'argent, sinon moi je pourrais pas faire grand chose à long terme quoi. Voilà, ça c'est une version, on en refait une encore. Ben voilà, vous me voyez arriver. Moi sans argent je pourrais rien faire à long terme, là on fait du. Dans la suite de conditions de tournage extrêmement pénibles, Mandrill est au bord de la crise de nerfs. Mais vous pouvez l'aider. Faites un don dès maintenant. Chaque geste compte. Merci. Du fond du cœur. Alors on est à Lausanne, la cité olympique officielle. Alors, cette merde, pourquoi je suis ici? Je fais un petit lien avec ce que m'a raconté mon physio. Putain de merde! La face opposée de la pièce étincelante des super résultats, les de nombre de records pétés pendant ces derniers JO. Mais le lien c'est quoi? Mon cher JO tournant sur du cul. Les amis, putain de merde, je déteste faire tomber mes lunettes. Suivante, mais vous-même, pourquoi vous êtes-vous tant attaché à l'art brut et à tous ses dérivés? Fais chier, putain. Faut que quand on vienne, il y a un connard avec sa putain de merde. Puis en plus, il sait pas jouer. Non. Il sait pas jouer. Quoi de mieux que pour finir cet épisode? Non, mais il y a un gars qui passe derrière.
mais t'imagines, merde!